devrions-nous préciser, nous attendre à ce que les photographies et les images de cinéma soient marquées par la prégnance de la source? Je donnerai deux raisons, qui toutes deux dépendent du fait que photographies et images de cinéma sont des représentations à partir d'une source. Voici la première. Avec les photographies et les images de cinéma, la source est la chose que l'objet représente par l'origine. Il y a chez nous une tendance à considérer qu'une chose en représente vraiment une autre quand elle la représente par l'origine. Peut-être même à penser qu'elle la représente intrinsèquement ou essentiellement. Tout comme nous sommes tentés de penser qu'un ordinateur a essentiellement ou intrinsèquement la fonction de faire des calculs et n'est fait qu'incidemment pour boucher un trou dans un mur. Grâce à cette tendance, nous pouvons penser de façon naturelle qu'une peinture représente un objet mythique, comme la Reine de Mai, tout en sachant qu'il y avait un modèle vivant pour la peinture. La peinture représente par l'origine ce qu'elle est supposée représenter, et elle est supposée représenter la Reine de Mai, et c'est ce que nous considérons le plus naturellement qu'elle représente. La seconde raison est que les représentations à partir d'une source, comme les photographies et les images filmiques, ont cette particularité de partager un degré d'intimité avec les choses qu'elles représentent par l'origine. Une photographie est liée plus étroitement, fortement et directement avec sa source qu'une peinture avec son modèle. La source d'une photographie laisse une trace directe sur la photographie elle-même, qui est à cet égard comme une empreinte ou une ombre. Ainsi, les photographies, même celles qui sont composées et faites dans une totale indifférence, sont considérées généralement comme nous rendant plus proches de leur sujet que des peintures, tout particulièrement dans les cas où le sujet a pour nous une signification émotionnelle. Je reconnais qu'Emily Peacock a pour moi fort peu de signification émotionnelle. Par comparaison avec les gens que je connais et dont je suis proche, néanmoins, c'est un être humain et certains processus profondément implantés en nous nous font répondre avec émotion à nos congénères. Nous pouvons donc nous attendre à ce que des photographies, dans la mesure où ce sont des traces, tendront à provoquer un haut degré de prégnance de leur source, quand il s'agit d'humains ou d'autres entités qui provoquent nos émotions. Cela vaut aussi pour les images de films. En général, il y a beaucoup moins de prégnance quand la source manque d'emprise émotionnelle appréciable sur le spectateur, ce que montrent, je pense, les autres tentatives pour illustrer la poésie de Tennyson. Les poèmes de 1884 contiennent des images de scènes naturelles appropriées, sans aucune figure humaine, et cette fois cela ne provoque que fort peu de dissonance représentationnelle. En liant ces deux raisons, nous pouvons dire que pour des représentations à partir d'une source, comme des photographies et des images de films, il est pour nous doublement difficile de reconnaître beaucoup de saillance à ce qui est représenté seulement par l'usage. En premier lieu, c'est la source que l'image est vue comme représentant intrinsèquement ou essentiellement. Deuxièmement, la source, en supposant qu'elle soit d'une certaine sorte, appropriée émotionnellement, est ce que l'image est vue comme représentant vivement et immédiatement. Nous avons besoin de faire des distinctions à l'intérieur de la catégorie de représentation par l'usage. Notre photographie est une représentation par l'usage de la Reine de Mai, qu'elle le soit est liée de façon significative au fait qu'elle est aussi une représentation par l'origine d'Emily Peacock. Elle marche bien comme représentation par l'usage de la Reine de Mai, parce qu'elle est une certaine sorte de représentation par l'origine d'Emily Peacock. La façon dont la photographie représente visiblement sa source en fait un candidat naturel pour être une représentation de la Reine de Mai. Si quelquefois nous trouvions une façon d'utiliser la photographie comme une représentation, par l'usage bien sûr, du palais de Buckingham, ce ne serait pas parce qu'il s'agit de la sorte de représentation par l'origine d'Emily Peacock, à laquelle elle appartient. Si pour certaines raisons nous voulions une photographie de quelqu'un qui puisse servir comme représentation du palais, cette photographie d'Emily Peacock n'est pas plus adaptée à la tâche que beaucoup d'autres photographies de bien d'autres choses.
Disons que la photographie d'Emily Peacock, faite par Cameron, est une représentation par l'usage hautement naturel de la Reine de Mai. C'est également une représentation aussi peu naturelle que possible du palais de Buckingham, en supposant qu'on en fasse une représentation de cet édifice. J'ai proposé l'idée que l'on a tendance à voir les choses qui représentent par l'usage comme ne le représentent pas intrinsèquement et essentiellement. Mais cette tendance admet des degrés et elle sera vraisemblablement plus marquée dans tous les cas de représentation peu naturelle. Cela étant, pourquoi des images cinématiques ne produisent pas les mêmes effets insatisfaisants que les photographies illustratives dans le style de Cameron? La tendance des représentations à partir d'une source de provoquer la prégnance de la source peut être affaiblie si le spectateur est encouragé à certaines choses qui renforcent la saillance de ce qui est représenté par l'usage. Ce sont précisément celles que le spectateur d'un film est encouragé à faire, mais pas s'agissant des images dans le style de Cameron. Dans le cas du film, mais pas dans celui des photographies illustratives, le spectateur est pris par l'imagination dans l'image de façon continue et absorbante, et cette image sert à focaliser l'esprit sur le personnage représenté, au détriment de la source. Développons cette idée. Dans le cas du film et dans celui de la photographie, on s'attend à ce que notre usage de l'image soit de type imaginatif. Mais au-delà de cette idée générale, les deux usages sont très différents. Dans le cas du film, l'usage imaginatif est attractif et fécond. Nous sommes bientôt perdus dans les images, parce qu'accompagnées par les sons, elles sont les moyens d'accès à la narration. Pris par les images, nous sommes absorbés dans un processus imaginatif dynamique. Ce que nous imaginons du monde de l'histoire et de ses personnages dépend maintenant de ce que nous avons imaginé à des étapes antérieures du film, une correspondance partielle s'établissant avec la façon dont les événements ultérieurs du film dépendent, fictionnellement, des événements préalables. Tiré de cette projection imaginative complexe et absorbante, le rôle de ces images dans la représentation des entités fictionnelles devient très saillant pour nous. Tout naturellement, il éclipse leur rôle de représentation photographique de leur source, sauf dans des circonstances inhabituelles, dont je vais bientôt mentionner certaines. Après tout, la narration concerne les personnages et non pas les sources, comme Casablanca concerne Rick et Hills, et non pas Bogart et Bergman qui les jouent. Le contraste est grand ici avec une quelconque projection imaginative que nous sommes susceptibles d'associer à la photographie de Cameron. La reine de Mai, tout au plus, il nous est demandé d'imaginer que c'est une image de la Reine de Mai, ou peut-être d'imaginer que, voyant la photographie, nous regardons la Reine de Mai. L'emprise sur nous de ce qui représente est faible et statique. En particulier, aucun processus n'est clairement indiqué, parce que la photographie ne joue aucun rôle, ou au plus un rôle minimal. Pour notre implication dans la narration, laquelle est fournie par le poème de Tennyson, auquel la photographie ne fait que s'ajouter. L'expérience imaginaire est bien peu attirante et absorbante. Vraisemblablement, nous la refusons tout à fait, ou si nous faisons cette expérience, c'est si faiblement que cela ne fait rien pour la saillance de la Reine de Mai, comme objet représenté, recouvrant la saillance de la source, Emily Peacock. De façon générale, voici ce que nous pouvons dire. Quand des images photographiques sont associées à une narration, il y a unité ou absence d'unité à un certain degré entre leur photographie et la narration. Le degré d'unité est élevé quand les photographies jouent un rôle significatif en nous, présentant cette narration. Comme c'est habituellement le cas dans un film, le degré est bas quand cela ne joue qu'un rôle minimal ou pas du tout. Des projections imaginaires avec un haut degré d'unité sont plutôt attirantes et absorbantes quand nous en faisons l'expérience. Celles dont le degré d'unité est faible sont moins attirantes et il est plus difficile d'être absorbé par elles. Dans le cas des photographies de Cameron, le degré d'unité est très faible et à cela correspond un niveau d'implication imaginative à leur égard plus faible. Nous avons bien du mal à entrer dans l'usage par lequel elles deviennent des représentations de personnages dans l'histoire. La tendance à aller vers ce qui est représenté par l'origine, la source, tente à prévaloir. Avec les images filmiques, de notre côté, le degré d'unité est très élevé et notre niveau d'implication active à leur égard est dès lors élevé. Nous entrons très activement dans l'usage qui en fait des représentations de personnages dans l'histoire. Il est peu probable que cette même tendance prévale. Cela signifie que les photographies faites afin d'illustrer une narration
créent un sentiment de dissonance représentationnelle, alors que des images cinématiques faites pour présenter une narration n'en créent généralement pas. Nous ressentons dans le premier cas un échec du producteur dans sa tentative de donner le degré voulu de présence à ce qui n'est représenté que par l'usage. Nous ne le ressentons pas dans le second cas. Variation dans les conditions du projet. J'ai essayé d'expliquer une certaine réaction aux photographies. Un tel projet devrait sûrement conduire à des résultats qu'il est possible de tester. Ma théorie résiste au test. Elle permet de faire des prédictions sur la façon dont quelqu'un qui réagit de cette façon le ferait si les conditions au sujet de ces photographies étaient modifiées. Ces prédictions peuvent réellement faire l'objet de tests, mais ce n'est pas ce que je propose de faire ici. À la place, voici des scénarios comprenant des variations. Le lecteur peut les imaginer afin de voir comment il réagit. Même avant l'âge du cinéma, Cameron aurait pu faire de multiples choses qui auraient élevé le degré d'unité entre ses photographies et la narration de Tennyson. Ma théorie prédit l'affaiblissement de l'effet de dissonance, pour peu que les photographies soient plus étroitement liées à la narration. De quelle façon cependant peut-on y parvenir? Cameron aurait pu présenter les photographies indépendamment du texte de Tennyson, comme une interprétation du poème, tout comme un film est généralement présenté comme une interprétation de son original littéraire, s'il en est un. On regarderait alors la série des photographies comme formant une narration propre, mais il y en a si peu qu'on peut douter qu'une telle narration soit riche et intéressante, mais Cameron aurait pu en rajouter de façon substantielle. Si l'on imagine maintenant une succession de projets photographiques, chacun d'eux un peu plus riche en narration que le précédent, je pense que nous pouvons assister dans cette progression à l'affaiblissement de l'intuition, selon laquelle la photographie serait le mauvais médium pour un projet de cet ordre. Bien avant que nous parvenions à ces limites naturelles, une série d'images dans le style de Muybridge, quelque chose comme une bande, la critique qu'elle aurait dû se servir de la peinture plutôt que de la photographie, cesse de valoir, quelles que soient les autres objections qu'on puisse faire au projet. Dans ce contexte, on pense au roman photo populaire en France. Jusqu'ici, j'ai mis l'accent sur la différence entre les photographies et les images cinématiques relativement à l'effet de dissonance. De telles différences existent aussi à cet égard entre des œuvres individuelles à l'intérieur du même médium. Même s'il est toujours possible, l'effet de dissonance n'a pas toujours la même force pour deux photographies, toutes deux soumises cependant à la dualité de rôle représentationnel entre la représentation par l'origine et la représentation par l'usage. À l'occasion, des images cinématiques induisent une dissonance à cause de la prégnance de leur source. Ainsi aussi, vrai soit-il que la dissonance induite par des images photographiques, comme celle de Cameron, est d'un degré élevé, et que la dissonance des images cinématiques est faible, il y a de la place pour des variations dans chacun des deux médias. Avec le film, la dissonance devient à l'occasion importante, parce qu'un acteur particulier possède un haut degré de prégnance. L'acteur peut ne pas convenir du tout, parce qu'il est trop médiatique ou inapproprié pour le rôle. Supposons que Rick, dans Casablanca, ait été joué par Sidney Greenstreet. Comme Robert Black l'a fait remarquer, les réalisateurs provoquent parfois eux-mêmes quelque chose comme un effet de dissonance, en accordant un haut degré de prégnance à certaines sources et en rendant tout à fait claire leur intention à cet égard. Dans Les Monty Python et le Sacré Graal, Cleese et Chapman jouent de façon à accentuer combien ils sont inappropriés pour leur rôle. Je dis quelque chose comme un effet de dissonance, parce que tel que je l'ai défini, la dissonance n'apparaît que s'il y a un contraste entre la présence actuelle d'une chose représentée et sa présence recherchée, et dans le cas des Monty Python, la présence des acteurs est voulue. Dans ce film, le contraste se situe entre la présence réelle et recherchée et le type de présence qu'on trouve d'habitude dans, disons, une fiction historique au cinéma. Nous aurions pu définir la dissonance afin de recouvrir également de tels cas, mais afin d'éviter de rendre l'argument encore plus complexe, j'ai retenu ici une définition plus simple. Il est possible de voir des références ironiques au projet de Cameron dans la version du cycle arthurien proposé par les Monty Python, et cela me plaît d'imaginer
que le degré de prégnance donné dans le film aux acteurs était inspiré par les faits similaires, mais cette fois non intentionnels, des photographies de Cameron. Remarquons aussi une légère ressemblance entre Eric Idle et Galahad. Enfin, la personne qui est la source dans Sir Galahad est la nonne pâle de Cameron. Certaines des photographies de Cameron sont plus que d'autres susceptibles de provoquer la dissonance, parce que le degré de prégnance de leur source est affecté par différents facteurs. Le style et la technique photographique jouent un rôle. Quand une photographie est mal faite et sa composition pauvre ou que des décisions discutables ont été prises au sujet de leur source, la prégnance en est accrue. Sir Galahad et la nonne pâle en est un exemple notable dans l'œuvre de Cameron. D'autres choix possibles pour Cameron auraient réduit le degré de prégnance dans ces images. Au lieu qu'elles fournissent beaucoup d'informations sur les traits du visage et l'expression, ce sont des images construites et posées, mettant aussi ainsi l'accent sur l'identité et les caractéristiques de la source. Cameron aurait pu faire des images dont les sujets seraient dans une certaine obscurité, rendant leurs caractéristiques peu reconnaissables. Comparons à cet égard la Reine de Mai de Cameron avec une image imaginaire qu'elle aurait faite d'Emily Peacock, au loin et dans une faible lumière. On a dit que Cameron avait essayé d'atténuer l'effet de prégnance en utilisant une mise au point floue. Nous pouvons de nouveau envisager une succession de projets, jusqu'à ce moment où dans l'un on ne peut plus vraiment distinguer les figures du fond sur lesquelles elles se placent. Une fois de plus, je pense, le sentiment de malaise que provoquent ces photographies en tant qu'illustration décroît avec l'affaiblissement de la clarté et le caractère de moins en moins identifiable des sources. En résumé, les photographies illustratives à la manière de Cameron sont propices à un certain effet de dissonance représentationnelle, lequel est provoqué par un haut degré de prégnance de leur source. Le degré de prégnance d'une source photographique peut varier en fonction de toute une série de facteurs, certains intrinsèques à l'image et d'autres qui relèvent des aspects contextuels de l'image. Un facteur contextuel est ce que j'ai appelé l'unité de l'image, son rôle dans la présentation d'une narration. Les images de cinéma tendent à avoir un haut degré d'unité et cela permet une réduction de la prégnance de la source. Une photographie peut avoir une source dont la prégnance est relativement faible si, au lieu de simplement illustrer une narration, elle joue un rôle dans sa présentation. En d'autres termes, si cette photographie possède un degré élevé d'unité, mais la prégnance de la source d'une photographie peut aussi varier d'autres façons, à travers des choix stylistiques dans l'exécution technique et des variations dans le type et la quantité d'informations qu'elle véhicule au sujet de sa source. Dans ce cas, différents aspects d'une image peuvent avoir des effets contrastés sur la prégnance et le degré de dissonance résulte alors d'un nombre distinct de facteurs entretenant une relation complexe. Une théorie complète à cet égard serait difficile à élaborer. Cependant, une chose me frappe. De tous les facteurs en cause, l'unité avec la narration est la contribution proportionnellement la plus importante, et cela de beaucoup, dans le degré de prégnance de la source, et donc dans le degré de dissonance ressenti. Quand les images sont très unifiées, comme c'est habituellement le cas dans un film, d'autres facteurs entrent peu en ligne de compte pour créer un effet de dissonance. Nous pouvons bien connaître l'identité de l'acteur et n'en être pas affectés dans le sens de celle de la dissonance. Mais quand l'unité est faible ou inexistante, comme dans le cas des photographies de Cameron, un degré de dissonance désagréable peut se faire ressentir, même quand la technique et le style de l'image sont excellents, et même quand la source est photographiée de telle façon qu'elle fournit seulement une information minimale à son sujet.